Voilà, désolé, mais comme dans tous les jours fatidiques, je suis enrhumé. Voilà, il faut le... c'est comme ça. Alors, comme Claire Morel, moi j'ai découvert en effet l'œuvre naissante de Jean Laplanche à peu près la même année, je pense, où, encore étudiant, j'achetais la Bible de Jérusalem, qui était un best-seller de l'époque. Puis j'ai acheté un autre livre pareillement toilé, un peu plus petit, mais tout aussi important. C'était le vocabulaire de la psychanalyse. Alors depuis cette époque, j'ai tenté en vain de faire signer mon exemplaire de la Bible par Dieu. Et je n'ai jamais réussi, mais je ne désespère pas que Jean Laplanche accepte de signer mon exemplaire jauni du vocabulaire de la psychanalyse. Alors ceci dit, comme on vous l'a rappelé, donc le 31 janvier est un jour particulièrement symbolique. C'est d'abord le jour de l'an islamique. C'est aussi le troisième et dernier jour du nouvel an chinois qui inaugure cette fois-ci l'année du chien. C'est le 4e jour après le 250e anniversaire de la naissance de Mozart, lequel est donc né en 1756, c'est-à-dire juste 100 ans avant Freud. Et il sait aussi que, du point de vue académique, l'année Freud tombe également dans la même année que celle du célèbre livre noir de la psychanalyse, dont un des principaux maîtres d'œuvre enseigne précisément à la fac de médecine de l'UCL, c'est-à-dire dans un des auditoires qui nous entourent, et peut-être ici même. Nous sommes donc ici précisément sur les lieux du crime. Et pour exorciser cet environnement, il nous fallait bien quelqu'un de la trempe de Jean Laplanche. Voilà, sans doute l'homme actuellement le mieux outillé pour nous dire en toute rigueur ce qu'est et aussi, c'est important, ce que n'est pas la psychanalyse. Au nom de la psychanalyse, en effet, et sous couvert de sa longue hégémonie, se commettent beaucoup de crimes contre le goût et contre l'esprit. En réalité, une bonne partie du dit livre noir renvoie à la psychanalyse la monnaie de sa pièce et le reflet d'une prétention souvent méprisante, n'ayant d'égal souvent également que le manque de rigueur. Pourtant, Freud a ouvert et déployé des questions essentielles, des questions plus que jamais d'actualité si nous voulons comprendre le monde qui nous entoure, par exemple cette phobie collective du harcèlement et de l'agression sexuelle. Sans Freud, vraiment, on a du mal à y voir clair. Mais ce qui empêche la psychanalyse de prendre sa place dans les débats de son temps, c'est hélas ce que j'appellerais sa transmission incestuelle, le vase clos où trop souvent, analystes et analysants mijotent ensemble, partageant la même langue de bois et les mêmes crispations identitaires. Si nous voulons revenir sur la scène du débat scientifique, il importe de redélimiter le champ psychanalytique et de nous interroger sur la spécificité de la découverte qui a nom, très sobre, très ramassé, mais qu'on peut déployer à l'infini, découverte par Freud qui a nom inconscient, individuel, sexuel, refoulé. Je ne pense pas exagérer en affirmant que s'il fallait quantifier l'importance de Freud dans l'ensemble immense du champ psychanalytique, ce serait 95% pour lui et 5% pour tous les autres. Mais l'ennui, c'est que l'œuvre scientifique de Freud est aussi une œuvre profondément auto-analytique et à ce titre remplie de résistance, de choses trappes et même de réactions auto-immunes. Si nous voulons savoir ce qu'il y a d'essentiel chez lui et comment surtout le prolonger aujourd'hui, l'œuvre de Laplanche est inesquivable. Tout en fidélité et en créativité, elle constitue une véritable remise en forme de Freud, mais dans les deux sens du terme, remise en forme. Pour être tout à fait clair, sans complaisance aucune et mis à part l'amitié que je porte à Jean Laplanche, je n'hésite pas à dire qu'à mon sens, il s'agit avec lui de la théorisation la plus importante et la plus rigoureuse depuis Freud. Cette théorisation, comme beaucoup le savent, a pour nom Théorie de la séduction généralisée et pour pivot un ouvrage austère paru
en 1987, Nouveaux fondements pour la psychanalyse. Depuis lors, cette réflexion ne cesse de se déployer, mais on va la laisser se déployer dans la bouche de l'auteur et de ceux qui vont discuter avec lui. Un dernier mot cependant, c'est que, philosophe et psychiatre de formation, Laplanche a aussi l'humilité des vrais chercheurs. Soumis aux faits, il ne s'en tire jamais par quelque entourloupette rhétorique. Il se décrit lui-même comme un positiviste, mais je pense vraiment, Jean, que vous êtes beaucoup plus futé qu'Auguste Comte. Vraiment. Je dirais plutôt que Laplanche est un terrien, un authentique vigneron qui a appris d'expérience qu'on ne peut rien tirer de bon de la terre en ignorant ses contraintes et encore moins en la maltraitant. Ceci dit, Jean Laplanche n'aime rien tant que le débat. Il a voulu faire de ces deux exposés d'aujourd'hui, m'a-t-il dit, causerie plutôt que conférence. N'hésitez donc pas à lui soumettre objections et problèmes, il adore ça. Quant à moi, je m'arrête ici, sans rancune, en citant un épistémologue de renom, très connu, qui lui n'a strictement rien, mais alors rien compris à la psychanalyse, mais pourtant sans rancune, je le cite. Le seul moyen, dit Karl Popper, d'accéder à la science, c'est de rencontrer un problème, d'être frappé par sa beauté, d'en tomber amoureux, de lui faire des enfants problèmes, de fonder une famille de problèmes. Eh bien, mon cher Jean, j'espère de ce point de vue que vous nous direz où en est la famille psychanalytique et quels problèmes vous allez soutenir et agiter parmi nous. Et grâce à vous, donc, inviter toutes et tous, dans les contraintes de temps qui sont les nôtres évidemment, à soumettre toutes les questions qui vous viennent autour et alentour de la psychanalyse et de l'œuvre de Jean Laplanche. Je vous rappelle que ce soir, la fête continue à 8h30, au bouche à oreille, un lieu on ne pourrait mieux nommer pour des rencontres psychanalytiques. Bon, je remercie vivement les organisateurs de cette matinée et avant tout Francis. Je crois que le nom, je peux le mettre à plat. Et je remercie cet auditoire si nombreux que je n'ai pas convié à une conférence, énième conférence. J'ai fait pas mal de conférences qui sont devenues des articles, mais vous conviez à une espèce de causerie un peu plus débridée, encore que j'ai quand même quelques points de repère, je ne vais pas aller n'importe où, mais plutôt une causerie donc un peu à bâton rompu, et pour vous dire un peu où j'en suis actuellement. Je ne suis pas un spécialiste d'enfants, de sorte que l'intitulé même de cette matinée, la constitution de l'inconscient chez l'enfant, après tout, on aurait pu dire la constitution de l'inconscient chez l'être humain. Parce que si l'inconscient est constitué chez l'enfant, il est bien évident qu'il va persister dans l'être humain. Mais donc, pour moi, le problème est un problème anthropologique fondamental que celui de l'inconscient. Qu'est-ce que ma théorie? Ma théorie, c'est une réflexion, j'aurais bien du mal à la définir autrement, nourrie plutôt qu'à partir de ma pratique, c'est-à-dire n'élaborant pas ma pratique, mais nourrie de ma pratique de psychanalyste essentiellement et de psychanalyste d'adulte. Et nourrie de Freud, dont je ne suis pas pour autant un spécialiste au sens de... Je serais bien normal d'écrire une biographie de Freud, et que le Freud qui m'intéresse et qui me stimule est un personnage extraordinaire, c'est le personnage avant tout de ces textes. J'ai bien aimé le terme que vous venez d'employer, celui d'auto-immune,
j'employais le terme de fourvoiement. Il y a en effet des moments chez Freud qui ont l'air de véritables retours en arrière, mais il y a en même temps chez Freud une espèce de passion extraordinaire. Il s'est qualifié à un moment de conquistador, et à mon avis, ce n'est pas si mal vu, parce que le conquistador, au sens de Christophe Colomb, ne découvre pas seulement une façon de naviguer, il découvre aussi une terre nouvelle. Or, Freud, mettant au point une espèce de façon de naviguer avec les patientes hystériques, de leur faire avouer, si l'on peut dire, l'inavouable. Lisez Dora de ce point de vue-là, c'est un texte qui va être republié prochainement, mais lisez le cas Dora, c'est tout à fait extraordinaire. Freud est par moments un véritable tortionnaire vis-à-vis de Dora. Bon, donc Freud n'est pas mu seulement par une méthode sur laquelle il n'a jamais varié, qui est la méthode de dissociation, d'association-dissociation. C'est aussi un découvreur d'une terre nouvelle, une terra incognita, et qui restera incognita malgré tout, parce que sa spécificité, dirais-je, c'est de rester incognita, c'est-à-dire, disons, l'inconscient. Donc, après tout, entre grands savants, grands rationalistes, matérialistes, positivistes, je tiens au mot, et j'aime bien quand même Auguste Comte, même si ce n'est pas ma lecture quotidienne. Bon, grand rationaliste, grand positiviste, c'est aussi, comment dire, quelqu'un qui est mu. D'abord, on m'a demandé récemment, vous voyez que je parle du point de vue de la causerie, on m'a demandé d'introduire prochainement un colloque sur Freud et la philosophie, et j'ai insisté sur 2 points. Chez Freud, la spéculation d'une part, et d'autre part l'exigence. C'est très curieux parce que la spéculation, par moments, ce sont des grandes envolées. Il y a des textes qui sont des envolées qu'il qualifiait lui-même de spéculatives, c'est-à-dire des façons de continuer un raisonnement pour voir. Ce qui n'empêche qu'au bout, il faudra bien quand même que ce pourvoir aboutisse à quelque chose. Je pense notamment au texte au-delà du principe de plaisir qui se présente comme une spéculation. Et puis, mais surtout, l'exigence. Or, l'exigence, chez Freud, et c'est peut-être assez unique chez un savant, l'exigence, elle ne vient pas de lui, elle lui vient de l'objet. C'est l'objet qui est exigeant vis-à-vis de lui, c'est l'objet qui lui montre sans cesse la boussole, cet objet inconscient, que néanmoins il n'atteindra jamais et qui, à mon avis, ne peut pas être atteint jamais, c'est-à-dire ne peut être que reconstruit. Voilà un peu pour mon abord de Freud. Vous savez que je passe mon temps avec d'éminents collègues et d'excellents collègues et d'excellents moments à traduire Freud. Nous en sommes déjà à pas mal de tomes. Il y aura 20 tomes bientôt de ces œuvres complètes dont je ne fais pas la publicité, qui sont une traduction extrêmement fidèle, en même temps qu'elle essaye d'être bien française, mais fidèle au mot pour mot, y compris fidèle aux impropriétés, aux erreurs, aux achoppements de Freud lui-même. C'est-à-dire qu'une bonne traduction ne doit pas interpréter l'auteur, mais quand l'auteur présente des ambiguïtés ou des erreurs, eh bien la traduction la bonne traduction scientifique, j'entends, se doit de les restituer telles quelles.
Ceci pour dire ceci, pourquoi est-ce que j'ai amené ce tome ici? Tout simplement pour ceci qui me turlupine en ce moment, qui est quelque chose dont j'ai touché à un mot dans un texte qui s'appelle « Faut-il réécrire le chapitre 7 ?» sous-entendu de l'interprétation du rêve. Vous savez, le chapitre 7, c'est le fameux chapitre théorique terminal. Et je me suis dit, mais quand même, j'ai pas dit une chose, qui est la chose suivante. Alors, je vous lis, vous allez voir que ça n'est pas sans rapport avec ce que mon introduction n'est pas sans rapport avec ce que je vais amener. Voilà ce que je vous cite quelques phrases de Freud. Nous nous représentons donc l'appareil animique comme un instrument composé dont nous appellerons les parties constituantes instances ou pour mieux visualiser systèmes. Nous attendons à ce que ces systèmes aient peut-être l'un par l'autre une orientation spatiale constante, un sens. Bon. Plus loin, il dit, je vais vous le dessiner tout de suite, le schéma le plus général de l'appareil psychique aurait donc l'aspect suivant, dessin, mais il n'y a là que l'accomplissement de cette exigence qui nous est depuis longtemps familière. L'appareil psychique doit être construit comme un appareil réflexe. Le processus réflexe reste aussi le modèle de tout fonctionnement psychique. Le réflexe, mes connaissances fort lointaines, mais enfin les connaissances vulgaires même de chacun sur le réflexe, lui font savoir que ce n'est pas quand on tape avec un marteau sur le tendon du genou, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas la force du marteau qui se transmet au mouvement. Ce n'est pas l'énergie du marteau. Donc, l'idée de Freud est foncièrement erronée, en ce sens qu'un appareil réflexe, ça veut dire qu'il restitue à la sortie tout ce qu'il reçoit à l'entrée. Or, le réflexe est quelque chose de beaucoup plus complexe, et encore une fois, l'énergie d'entrée n'a rien à voir avec l'énergie de sortie. Mais il y a plus. Je vais vous dessiner en 2 secondes. Je prends ça ou peut-être. Oui. C'est quoi? Ah oui, ça c'est une crème. Bon. Bien. Alors, c'est tout simple, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai appelé le baquet. Bon. Pourquoi le baquet? Parce que c'est présenté en coupe, mais il faut se représenter que c'est la coupe d'un baquet parallélépipédique. En réalité, c'est comme le baquet dans lequel, par exemple, les radiologues, je ne sais pas s'ils le font toujours, faisaient plonger leur radio pour les mettre dans le réactif ou pour les faire sécher. Bon. Donc, c'est un baquet à 3 dimensions, mais enfin, il est en coupe, peu importe. Alors, voilà le schéma tout simple de départ de Freud. Il va se compliquer ensuite. Il y a une flèche d'entrée. Ici, c'est la perception. Ici, c'est la motilité. Ou encore, appareil réflexe, si on veut, moi j'ajoute ici stimulus. Stimulus, qu'est-ce qu'on dit? Réponse. Encore que réponse, c'est une réponse qui n'est pas une réponse verbale, c'est pas une réponse au sens où nous entendons réponse d'habitude. Stimulus, réaction, si on veut. Hein. Stimulus, réaction, étant supposé que entre les deux, il se passe un certain nombre de choses sur lesquelles je ne rentre pas. Or, ce que je n'arrête pas de me dire depuis que j'ai écrit cet article sur le chapitre 7, où je ne l'ai pas développé complètement cette idée, c'est que ce schéma est complètement faux. C'est-à-dire, bien sûr, il y a le schéma là, mais ici, ce qu'il faut mettre, c'est message,
et non pas stimulus, c'est tout à fait différent. Et ici, il faut mettre traduction. Le message passe dans un appareil qui, pour le sujet, est traduit selon certaines règles et qui dépose au passage un certain nombre de choses qui sont précisément les systèmes dits systèmes de souvenirs, systèmes mnésiques, inconscients, préconscients, etc. Voilà. Bon, je n'entre pas davantage, simplement pour dire que Freud a tout faux, si l'on peut dire, en nous parlant d'un appareil réflexe qui serait, disons, un organisme à la limite plongé dans un monde extérieur. Quel est l'organisme qui serait vraiment plongé dans un monde sans communication? C'est un problème. Le ver de terre, peut-être, se heurtant à une pierre et essayant de la déplacer pour continuer à faire son trou. Admettons. Bon, la pierre n'est pas un message. Donc, au niveau du ver de terre, peut-être, je pense que au niveau de certains organismes, c'est vrai. Mais vous allez voir que ce n'est pas une spéculation psychozoologique bien capitale, mais enfin, vous savez que la physiologie, pas la neurophysiologie, la physiologie toute simple, distingue entre les homéothermes et les poikilothermes. Les poikilothermes sont des organismes qui n'ont pas besoin de maintenir leur température constante. C'est-à-dire, leur température se règle sur la température extérieure. Et vous verrez aussitôt que la plupart des poikilothermes, par exemple, un petit poisson qui est un poikilotherme, dès qu'il naît, il n'a plus aucun rapport avec sa mère. Il n'y a aucun rapport générique. Le petit poisson, dès qu'il naît, a en effet un rapport avec le monde extérieur matériel. Donc pour le poikilotherme, à la limite, en effet, le schéma de Freud serait peut-être valable. Mais dès que vous prenez un homéotherme, même un homéotherme peut évoluer, mais prenons, je ne sais pas, un écureuil ou un chien, eh bien il est évident que son milieu n'est plus le monde extérieur matériel, il n'est plus plongé dans un milieu de stimuli, il est plongé dans un milieu de messages. Donc vous voyez que j'étends la notion de message, bien sûr, de messages non verbaux, mais que j'étends la notion de messages non verbaux bien au-delà de l'être humain. Je vous montre ça pour l'instant. Alors, quelle est la différence avec l'être humain? Bien sûr, elle est capitale. Mais l'être humain, comme les homéothermes au moins supérieurs, je ne sais pas jusqu'où on va, je ne suis pas un grand spécialiste, mais on a beaucoup étudié les primates, les homéothermes au moins supérieurs vivent d'emblée dans un monde qui leur dit quelque chose. Dans un monde où l'autre leur communique quelque chose. J'ai entendu, comme ça, je ne sais pas où c'est, il faudra quelqu'un me le dise ou que je le retrouve, que Lebovici avait dit cette chose qui, paraît-il, est géniale, l'objet est investi avant d'être perçu. Je ne sais pas très bien où c'est, mais enfin, bon. Je dis, c'est pas assez. Il y a quelque chose. Mais évidemment, cette vision des choses est, comme je l'appelle, ptoléméique, c'est-à-dire qu'elle est centrée sur le sujet. Je veux dire, c'est le sujet biologique, peu importe, ou le sujet humain, qui investit et qui perçoit. Je dirais, moi, que l'objet fait partie d'un message de l'autre avant d'être perçu.
ou fait partie d'un message de l'autre pour être perçu. Je ne pense pas qu'il puisse tomber dans le berceau d'un bébé une pierre venant de nulle part et qu'il s'y intéresse. Je pense que le seul objet auquel le bébé peut s'intéresser, c'est l'objet qui lui est communiqué comme partie d'un message par son environnement adulte. Mais vous voyez que là, finalement, je n'hésite pas à rétablir une certaine continuité, je vais dire tout de suite laquelle, une certaine continuité entre le monde des messages où sont plongés les homéothermes en général et surtout les homéothermes supérieurs. Vous savez aussi que, bon, ça a été un peu discuté depuis, mais Jouvet, dans ses études sur le rêve, a montré que seuls les homéothermes rêvaient. C'est très curieux. Enfin, seuls les homéothermes avaient une phase de sommeil paradoxal. Pour dire les choses plus clairement, puisque après tout, rêve et sommeil paradoxal, vous savez combien tout cela est discuté. Mais enfin, il y a une discussion nette entre les homéothermes et les poikilothermes de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'idée de message, pour moi, est inséparable aussi de la fonction du rêve. Voilà un petit peu mes réflexions actuelles et je reviens à ce que j'appelle la théorie de la séduction généralisée. Terme copié sur Einstein, la théorie de la relativité généralisée. On m'a demandé si c'était la séduction ou la théorie qui était généralisée. J'étais bien gêné et je pense qu'avec la théorie de la relativité généralisée, on serait bien gêné aussi de savoir si c'est théorie ou si c'est relativité qui est généralisée. On dit généralement la relativité généralisée. Bon, je passe sur ce petit point. En tout cas, cette théorie de la séduction vient à partir de Freud, disons, et redressant ce que j'appelle un fourvoiement et ce que, encore une fois, Francis vient d'appeler réaction auto-immune, je trouve ça tout à fait intéressant. Réaction auto-immune, Freud renie sa théorie de la séduction. Il la renie dans une fameuse lettre qui fait que pour autant il continuera à parler énormément de la séduction tout au long de son œuvre, et notamment dans les 3 essais sur la sexualité. Si vous lisez les 3 essais sur la sexualité tels que nous allons les publier prochainement, c'est-à-dire en permettant de lire les éditions successives, et notamment la première édition de 1905, séparément des autres. Actuellement, c'est en notes, c'est un fouillis indescriptible, mais si vous avez un artifice typographique, de même que là, n'est-ce pas, vous avez un trait en marge pour tout ce qui n'est pas de l'édition originale. Et c'est très facile parce qu'on peut lire dans l'interprétation du rêve 1900 et l'interprétation du rêve dans ses éditions ultérieures. Bon, ça sera la même chose pour les 3 essais. Et donc les 3 essais, si vous lisez les 3 essais 1905, vous voyez à quel point la séduction joue un rôle capital. Évidemment, Freud dit dans l'éveil de la sexualité. Mais enfin, il va extrêmement loin. Il dit si les mères savaient que leur moindre geste de tendresse devient une excitation sexuelle pour leur bébé, elles seraient effrayées. Et chose curieuse, Freud, dans cette relation adulte-enfant ou mère-bébé, si vous voulez, s'arrête néanmoins au seuil du sein. Parce que là, la relation du sein, le sein, lui, n'est pas sexuel chez Freud. C'est comme ça.
c'est une des choses que j'ai longuement critiquées pour dire qu'on oubliait que le sein était une zone érogène majeure de la femme, et donc que l'excitation sexuelle du sein était quelque chose d'ailleurs qui avait été constaté dans un nombre considérable d'allaitements, y compris par, j'ai pas retrouvé le passage, mais par le vieux Cabanis. Ça date pas d'hier. Cabanis a décrit l'orgasme des nourrices. Alors, pour situer la théorie de la séduction généralisée, il faut partir de ce que j'appelle la situation anthropologique fondamentale. La situation anthropologique fondamentale, c'est ce qui, à mon avis, ne peut pas ne pas exister pour qu'il y ait un être humain. Freud, recevant, je crois, Gardiner, lui dit, tout fanfaron, je sais de vous que vous avez une père et une mère. Je sais déjà une chose de vous, vous avez un père et une mère. Vous avez un père et une mère. Bon. De toute façon, vous allez voir que, bon, je n'interprète jamais mes lapsus parce que n'interprète jamais mes lapsus parce que ça serait des couvertures. Quand on interprète ses propres lapsus, on essaye généralement de les atténuer. Donc je ne l'atténuerai pas. Sinon pour dire que, après tout, ce fameux clonage dont on nous fait toute une horreur, et encore une fois, vous ne me ferez pas prendre parti ni pour ni contre, je dis simplement un jour ou l'autre se produira le clonage. Un jour ou l'autre, vous verrez arriver dans une société un individu qui, provenant de Singapour ou de quelques laboratoires extrêmement pointus d'Extrême-Orient, aurait été cloné. Bon. Qu'est-ce qui le fait humain? Qu'est-ce qui fait que vous le prendrez sur votre divan en psychanalyse éventuellement? Il n'a ni père ni mère, il est cloné. La seule chose, c'est qu'il a été élevé par des adultes et forcément élevé par des adultes. Donc, là, et ça c'est, si vous voulez, c'est le trait de génie de Ferenczi, dans son fameux article « Confusion des langues », il ne dit pas entre les parents et l'enfant, il dit confusion des langues entre l'adulte et l'enfant. Parce que pour lui, la relation adulte-enfant est plus fondamentale que la relation parent-enfant. La relation parent-enfant est une modalité générale, très bien, très utile, je ne décris pas du tout la relation parent-enfant, je dis simplement que la relation parent-enfant n'est qu'une modalité de la relation adulte-enfant. Donc, la situation, ce que j'appelle la situation anthropologique fondamentale, et à mon avis, il n'y aura pas d'être humain, même dans un avenir de science-fiction clonale, sans que ces petits clones ne soient élevés par des adultes. D'ailleurs, on a dit beaucoup de choses sur le clonage, y compris que ça crée des individus identiques. Il suffit de voir, nous avons des clones sous les yeux, qui sont les vrais jumeaux. Eh bien, nous savons que les vrais jumeaux ont souvent des destins tout à fait dissemblables et sont nullement comparables. Bon, je ferme cette parenthèse du clone et je reviens simplement à la situation anthropologique fondamentale qui met en présence un adulte, Freud dit une Pflegeperson, c'est-à-dire une personne. Freud lui-même souligne bien ça, il dit une Pflegeperson, une personne dispensant des soins, Pflege ça veut dire soin, une Pflegeperson, le plus souvent la mère. Vous voyez à quel point lui-même il pose la relation parent-enfant comme un cas particulier
de quelque chose de plus fondamental qu'est la relation avec une Pflegeperson. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce rapport de soins, de Pflege? Eh bien, il faut tout bêtement se poser la question à la fois d'une part du côté de l'adulte et d'autre part du côté du nouveau-né. Du côté de l'adulte, il est évident, et on n'a pas fait assez d'investigation psychanalytique pour le montrer, mais Freud l'a montré parfois, que la mise en présence de l'adulte à l'enfant sexué qu'il soigne, réveille en lui son inconscient sexuel. De sorte qu'il est tout à fait évident aussi que ces gestes de soins, si imprégnés de tendresse qu'ils soient, si imprégnés d'autoconservation qu'ils soient, sont en même temps des gestes qui parfois laissent passer du sexuel. J'ai oublié je reviens un peu en arrière sur mon baquet pour dire que ce baquet, c'est un baquet d'autoconservation, c'est-à-dire que les homéothermes reçoivent des messages ayant trait à leur survie. Ils reçoivent des adultes des messages ayant trait à leur survie et qui leur sont très utiles. Et l'être humain aussi, l'être humain de façon, je pense, en grande partie innée, possède des moyens de communication avec l'adulte, d'abord des moyens de communication mimiques, gestuels, puis peu à peu, bien sûr, des moyens de communication verbaux, qui sont des moyens, des communications ayant trait à ce qu'on appelle la tendresse ou l'attachement. Pour moi, ce sont des termes à peu près synonymes, tendresse, attachement ou encore autoconservation. C'était le mot de Freud qui était un petit peu, disons, un peu froid. Bon, tendresse et attachement donnent un aspect un peu plus sentimental à la question et sans doute plus proche de la réalité. Donc, sur la base d'une communication réciproque, innée, autoconservative ou d'attachement ou de tendresse entre le petit et l'adulte, que se passe-t-il? À mon avis, je parlais de l'adulte tout à l'heure pour dire que chez l'adulte, il ne pouvait pas y avoir de message de tendresse qui, à un moment ou à un autre, ne soit imprégné au sens de symptômes, ne soit compromis comme par un symptôme, par des éléments sexuels. Je ne parle pas du tout ici, pour l'instant, de l'abus des enfants ou de la pédophilie. Je pense que la question est à soulever, mais que la grande différence, c'est que la sexualité qui passe de l'adulte, dans le cas le plus moyen, normal ou névrotique, qui passe de l'adulte à l'enfant, est une sexualité refoulée et faisant retour sur le mode du symptôme. Alors, le nouveau-né est-il tabula rasa, comme on a dit autrefois, comme on s'est demandé autrefois? Tabula rasa, sûrement pas. Déjà, du point de vue, je viens de le dire, du point de vue de l'autoconservation. Du point de vue de l'autoconservation, nous savons qu'il y a des montages très importants, et c'est de plus en plus décrit. Les éthologistes se sont précipités là-dessus à juste titre, après Brazelton et après bien d'autres. Bon, il y a d'importants montages autoconservatifs qui sont des montages qui largement englobent une question de communication. Ce ne sont pas des montages autocentrés, ce sont des montages qui ont pour but la communication avec l'adulte. Donc, le nouveau-né n'est nullement tabula rasa
sur le plan de l'autoconservation. Alors, la sexualité infantile, vous savez que la sexualité infantile est ce qui est encore de nos jours le plus refoulé, le plus contesté, le plus laissé de côté. Mais même dans les analyses, je voyais récemment, vous voyez que j'y vais dans la causerie, je voyais récemment ce qu'on a prétendu être une psychanalyse de François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a enregistré François Mitterrand, plus ou moins, pas tout à fait à son insu, mais enfin il ne savait pas très bien ce qu'on allait en faire, et quelqu'un qui se dit psychanalyste, et qui interprète donc ensuite l'existence de François Mitterrand à propos de quelques indices, mais il n'y a pas un mot de sexualité là-dedans, pas un mot de sexualité. Si la psychanalyse n'est pas sexualité, qu'est-elle? Alors, je pense personnellement que le nouveau-né, disons, au temps zéro, n'a pas de sexualité. Et on en a une certaine preuve déjà par le fait, tout simplement, que les hormones sexuelles chutent et il reste quelques hormones sexuelles qui sont des hormones sexuelles venant du sang maternel, mais les hormones sexuelles chutent extrêmement rapidement dans les jours qui suivent la naissance pour rester très bas jusqu'au moment prépubertaire, disons. Donc, l'idée d'une sexualité du nouveau-né inné est une espèce de fantasmagorie freudienne qui l'a mené d'ailleurs fort loin, qui l'a mené dans la théorie des stades, qui l'a mené jusque justement à ces remaniements des trois essais sur la sexualité qui n'ont plus rien à voir avec les trois essais du départ, et qui, à mon avis, n'est pas fondée, surtout que Freud met en évidence en même temps la fonction, effectivement, stimulatrice, dit-il, mais il faut aller plus loin, stimulatrice de la sexualité adulte, c'est-à-dire de la séduction adulte. Quand je dis qu'il faut aller plus loin, c'est que, justement, la sexualité adulte, si elle s'immisce dans la relation adulte-enfant, dans la relation des soins, cette sexualité adulte ne s'immisce pas comme un stimulus brut. Elle s'immisce toujours comme quelque chose qui fait partie d'un message, justement, qui est dans l'ordre du, je ne dirais pas du dire, mais pas au sens du dire parler, mais du communiquer. Vous noterez aussi que quand on oublie la sexualité freudienne, c'est pour la bonne raison qu'on oublie un de ses caractères, c'est que la sexualité freudienne originaire, la sexualité freudienne de l'enfant, est une sexualité asexuée. C'est-à-dire qu'elle ne vise pas autre chose que le plaisir d'organes et qu'elle est auto-érotique, dit Freud, c'est-à-dire strictement asexuée. Elle est retournée sur elle-même et asexuée, c'est-à-dire ne tenant pas compte de la différence des sexes. Je crois que là, il y a lieu, dans le langage, d'établir quelques distinctions entre le sexué et le sexuel. Autrement, on ne sait plus de quoi on parle. Le sexué ou le sexe, comme on dit le sexué, c'est le sexe, comme on dit aux États-Unis et comme on dit dans les médias, n'est-ce pas? C'est le sexué.
Alors, que deviennent ces messages de l'adulte soignant à l'enfant? Mon hypothèse, c'est que ces messages sont enregistrés, stockés tels quels, si l'on peut dire, et qu'ils vont être seulement en un second temps réactivés. Et étant réactivés en un second temps, c'est le schéma fameux de Freud du traumatisme. Étant réactivé en un second temps, il se donne l'impression de venir de l'intérieur et non plus de l'extérieur. Et le traumatisme, la théorie fondamentale du traumatisme chez Freud, c'est que le traumatisme est toujours autotraumatisme. Pourquoi il est autotraumatisme? C'est parce que même un traumatisme extérieur est muté en un second temps en un traumatisme intérieur. Ce message donc est à telle ou telle occasion, à tel ou tel moment de la vie de l'enfant, certainement pas très tard, hein, pas à la puberté, pas très tard. Ces messages sont donc réactivés, et à ce moment-là, que faire d'un message, sinon se demander, sinon lui donner un sens, sinon dire qu'est-ce qu'il a bien voulu pour vouloir me dire. Et qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir me dire? C'est, encore une fois, se dire. C'est là que je ne suis pas lacanien. Se dire n'est pas du langage articulé, pas forcément, pas primairement du langage articulé, c'est aussi bien du langage gestuel, mimique, etc. Donc se dire doit, mais même, et là vous pouvez vous référer à un linguiste comme Jacobson. Jacobson indique très bien que même dans les langages non verbaux, c'est-à-dire dans les systèmes sémiotiques, il peut y avoir des traductions entre systèmes sémiotiques. Prenez un système sémiotique comme le système tout bête des signaux de la circulation. Il est évident que vous pouvez traduire ce système sémiotique en un autre système sémiotique, ou vous pouvez aussi le traduire en langage verbal, bien sûr. Vous pouvez traduire le trait barré en défense de stationner. Bon, c'est une traduction, c'est un passage dans un autre code. Donc ce que je veux dire, et pour moi ce qui est important, c'est que le temps de la traduction, c'est-à-dire le temps de la réappropriation en somme du message, est très important. Et que ce temps de la traduction ne se fait jamais sans reste du moment où, spécialement du moment où il contient des éléments sexuels, c'est-à-dire des éléments non compréhensibles, non préhensibles, pourrait-on dire, non saisissables par celui qui traduit. Ici, bien sûr, c'est ce que j'appelle cette théorie traductive du refoulement, puisque c'est le refoulement que je désigne par là. Cette théorie traductive du refoulement m'est venue à la fois d'une instigation de Freud, comme c'est généralement et presque toujours le cas, notamment une fameuse lettre 52 de la correspondance avec Fliss, où Freud parle de traductions successives dans des langages différents, donc de la constitution de l'appareil psychique par des traductions successives, mais m'est venu aussi de mon expérience de traducteur, il faut bien dire, parce qu'il faut dire que je suis un peu un drogué de la traduction, ou presque. Bon, enfin un drogué non, mais je dois dire que la traduction est devenue une espèce de seconde nature, et qu'il est évident que même dans une traduction d'un texte théorique, il y a toujours des moments où on laisse tomber quelque chose. Mais à plus forte raison, on laisse tomber quelque chose
on laisse tomber quelque chose en fonction de la polysémie du langage d'origine, de l'allemand, ou de la pauvreté du français, ou inversement de la pauvreté de l'allemand ou de la trop grande richesse du français, car je ne pense pas que l'allemand soit spécialement plus riche que le français en cette occurrence. Bon, mais à plus forte raison lorsque ces messages comprennent comme des symptômes, sont compromis, c'est le terme que j'emploie, sont compromis au sens de ce que Freud nomme formation de compromis. Ces messages sont compromis par l'inconscient de l'adulte. Bon, alors, si vous voulez, la théorie du refoulement, et qui est aussi une théorie de la pulsion, bien sûr, parce que, en mon sens, la pulsion infantile n'a pas d'autre sens que d'être l'effet de ces signifiants qui sont tombés, signifiants verbaux ou non verbaux, j'insiste, qui sont tombés de la traduction et qui sont restés dans l'inconscient. En d'autres termes, je ne suis pas du tout contre, je ne nie pas la théorie instinctuelle de la sexualité, mais il faut tenir compte du fait que nous avons, et chez Freud, deux termes là. Nous avons le terme de Trieb, qui nous traduisons à juste titre par pulsion, et nous avons le terme de instinct, que nous traduisons à juste titre par instinct. Or, instinct, c'est évidemment ce qui surgit à la puberté ou à la prépuberté avec la poussée hormonale. Et évidemment, l'homme n'est pas différent des autres animaux de ce point de vue-là. Il a également une action, une poussée, un instinct sexuel qui a pour origine essentiellement le système hormonal. La seule différence, et là on n'entre pas dans la psychologie de l'enfant mais dans celle de l'adolescent, c'est que, pour employer une métaphore que j'utilise parfois, la sexualité instinctuelle, lorsqu'elle arrive à la puberté, disons, trouve déjà la place occupée par la pulsion. La place est déjà occupée par la sexualité infantile, qui est une sexualité centrée sur les signifiants et les fantasmes inconscients. Donc, le conflit pubertaire est le fait que ça ne se passe pas du tout de la belle façon dont Freud veut le décrire, cette espèce d'intégration des stades dans un stade génital. C'est vraiment, ça ne se passe pas forcément bien du tout, parce que le siège est occupé et qu'il va falloir trouver le moyen de trouver une espèce de compromis entre la sexualité infantile, qui est une sexualité donc prégénitale ou paragénitale, ou même non sexuée, et la sexualité instinctuelle d'origine hormonale. Que vous dirais-je d'autre? Je peux vous dire encore deux ou trois petites choses. J'ai encore le temps. Bon, de toute façon, moi je tiens surtout à pouvoir discuter. Vous me direz, et l'Édipe? Et l'Édipe dans tout ça? Eh bien, d'une part, je pense que l'Édipe correspond à une situation sociologique particulière qui n'est pas universelle. C'est la première chose. Il y a des populations sans père ni mari, donc sans nom du père,
comme diraient les lacaniens, des sociétés sans nom du père, même si elles ne sont pas très nombreuses, elles existent, elles ont été bien décrites. Et d'autre part, une perspective, même abstraite comme celle du clonage, nous fait penser qu'après tout, il faudra bien que l'homme continue à être homme, même sans complexe d'Édipe. Donc le complexe d'Édipe, à mon avis, fait partie du préconscient, fait partie du refoulant et non pas du refoulé. Loin de penser, donc vous voyez là, je m'inscris en opposition avec Freud, pour lequel l'Édipe est le noyau de l'inconscient. Je pense que l'Édipe, au contraire, l'Édipe relationnel, n'est pas tel qu'il est décrit par Freud lui-même, avec ces deux variantes, sur laquelle d'ailleurs on n'insiste pas tellement sur la variante homosexuelle, parce qu'elle est plus gênante. Donc généralement, on parle surtout de l'Édipe hétérosexuel. Mais Freud a bien dit que l'Édipe était dans les deux sens. Hein. Bon. Donc l'Édipe, pour moi, n'est loin d'être du refoulé et du refoulant. L'Édipe fait partie des structures proposées par la société à l'enfant, évidemment d'une façon particulièrement prégnante, pour arriver à essayer de traduire ce qui lui arrive de l'adulte, donc de le mettre en ordre. C'est une espèce de code parmi d'autres, un code certainement majeur, mais c'est un code. Je dirais aussi autre chose, c'est que le complexe d'Édipe et la conception psychanalytique de l'inceste met l'accent sur l'endogène. C'est-à-dire que tout ça, ça vient de l'enfant. Tout ça, ça vient de l'enfant. Or, que voyons-nous, non pas dans la pratique psychanalytique, mais dans le quotidien, c'est que le plus souvent, l'inceste et l'Édipe vient des parents et non pas de l'enfant. Si bien que l'Édipe est une conception, à mon avis, que j'appelle ptoléméique, c'est-à-dire une conception qui recentre les choses sur l'individu, le sujet si vous voulez, mais enfin, je n'utilise pas tellement ce terme, mais peu importe, qui recentre les choses, qui est ipsocentrique, ptoléméique, et aussi bien que le complexe d'Édipe, on pourrait, peut-être mieux que le complexe d'Édipe, d'autres le mythe avait trouvé juste avec le complexe de Phèdre, parce que Phèdre, c'est elle qui prend l'initiative vis-à-vis d'Hippolyte, et c'est elle qui le fait accuser ensuite d'avoir pris l'initiative. Vous voyez, vous avez à la fois l'aspect copernicien, c'est-à-dire que ça vient de l'autre, et ensuite c'est attribué au sujet, et vous savez que ça a été attribué à Hippolyte. Vous n'avez qu'à relire la tragédie de Racine, entre autres. Bon. Je pourrais vous dire beaucoup de choses, puisque je suis dans une causerie. Je dirais qu'une telle conception va à l'encontre de l'idée que l'animal inconscient est en nous au départ, que l'animal est en nous, que nous avons à le maîtriser. Il est mis en nous par leur foulement. Également l'idée que le primaire vient avant le secondaire, mais enfin là, je vous laisse simplement cette idée que le primaire vient après le secondaire
et non pas avant le secondaire, qu'il y a une espèce de tentative par Freud de reconstruire un organisme vivant sur un modèle qui n'est pas le modèle de l'organisme vivant, qui est le modèle de ce qu'il appelle de l'appareil de l'âme, l'appareil animique, celui que j'ai essayé de redresser au tableau tout à l'heure. Voilà à peu près tout le schéma de ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. Et bien sûr, on va continuer dans la discussion. Je trouve que vous avez été un peu vite pour cette question du secondaire qui passe avant le primaire. Vous pouvez en dire un peu plus? Écoutez, bon. L'idée de Freud, c'est que l'inconscient est avant le conscient. Donc, il y a un fonctionnement dit primaire, vous voyez le projet de psychologie scientifique, mais ensuite ça se retrouve dans beaucoup de ces textes, que le fonctionnement primaire est le fonctionnement de départ qui doit être peu à peu maîtrisé, notamment sous l'effet de la réalité, pour se secondariser. Je dis simplement qu'aucun organisme vivant ne peut fonctionner selon le processus primaire. Tout organisme vivant fonctionne d'emblée selon une secondarisation, c'est-à-dire selon des régulations homéostatiques qui n'ont rien à voir avec l'aspect non homéostatique du processus primaire. Si vous voulez, il y a un décalage. Alors, à mon avis, le primaire existe, mais comme résultat du refoulement. Le processus primaire, c'est ce qu'on peut dire de l'inconscient une fois qu'il est refoulé. Donc, je propose qu'on en reste là pour une brève interruption. Vous aurez l'occasion de prendre une boisson. Il faudra probablement vous armer aussi d'un peu de patience pour, disons, quitter ce local. Donc, faites ça bien prudemment, bien sûr. Et donc, on se retrouve de toute façon à 11h20 ici. Oui, beaucoup de pistes ouvertes. Hein. Ah, oui. Vous avez balisé le... Je vois parfois l'une ou l'autre place. Y a-t-il encore des places entre vous? Oui, ici, il y a encore de la place. Bien. Alors, on va pouvoir reprendre. C'est toi qui commence? C'est toi qui commence? Oui, voilà. Monsieur Laplanche, avant toute chose et avant d'entrer dans la discussion, je voudrais vous dire ma profonde gratitude pour le temps que vous nous consacrez aujourd'hui et surtout pour ce travail de recherche inlassable que vous poursuivez depuis presque un demi-siècle. Et croyez-moi, ce ne sont pas simplement des remerciements pour la forme. Il est tout à fait essentiel aujourd'hui que preuve soit faite que la psychanalyse n'est pas le culte idolâtre des écrits de certains maîtres, que l'on situe à cette place Freud, Lacan, Mélanie Klein ou Winnicott. Autrement dit, il me semble tout à fait primordial qu'elle reste une continuelle recherche, nourrie, comme vous disiez tout à l'heure, par une intense fréquentation critique de ces textes fondateurs et d'autre part, par une écoute sans cesse renouvelée de ce que les analysants nous disent.
Il est essentiel aujourd'hui que cela soit, d'une part, que cela se sache, d'autre part, et que soit apporté ainsi un démenti vivant à ceux qui, année après année, dans ces mêmes murs, on y faisait allusion tout à l'heure, se plaisent à affirmer le contraire et à pronostiquer la mort prochaine de la pratique freudienne. Et si nous sommes si nombreux ce mardi matin, c'est peut-être et sans doute parce que vous êtes un éminent représentant de cette recherche psychanalytique bien vivante. J'ajouterais que ce que j'apprécie particulièrement pour ma part dans votre travail, c'est cette minutie avec laquelle vous lisez le texte freudien et avec laquelle vous y repérez ses failles, ses fourvoiements, comme vous dites. Vous ne lui pardonnez rien, ai-je envie de dire. Mais ces failles et ces fourvoiements bien repérés, votre texte et vos dires, comme ceux d'aujourd'hui, témoignent aussi du respect que vous avez pour son génie. Ce qui me fait dire qu'au contraire de certains, d'une certaine façon, à Freud, vous pardonnez tout. Plus précisément, vous ne vous situez pas dans le registre de l'accusation, mais dans celui de la recherche qui fait des faux pas du maître l'occasion d'un pas en avant du chercheur. Même à propos de Lacan, qui ne vous a pas épargné, j'en ai été témoin dans ma jeunesse, vous dites ici ses erreurs en reconnaissant là ses trouvailles. Lorsqu'on m'a demandé d'être votre discutant, j'ai d'abord refusé, décliné cette invitation, disant que je n'étais pas familier de beaucoup de vos textes, d'une part, et d'autre part, je n'avais plus de pratique de psychanalyse de l'enfant. On m'a répondu que c'était justement cela qu'on cherchait. Des questions naïves venant d'un autre bord. Alors je me suis laissé convaincre par cet argument et bien m'en a pris. Bien m'en a pris parce qu'à me replonger dans certains de vos livres et articles, et d'ailleurs à vous entendre aujourd'hui, j'ai trouvé réponse à certaines de mes questions. J'ai aussi trouvé appui, pour ne pas dire étayage, à certaines des réponses que je m'étais données face aux insatisfactions dans lesquelles me laissaient certaines positions de Freud et de Lacan, spécialement quant à l'abandon de sa théorie de la séduction et quant à la genèse du désir et du fantasme d'un sujet, qui fut d'ailleurs un de vos premiers sujets de recherche. Très concrètement, je pense à tout ce que vous avez dit sur l'importance de l'autre, avec petit a, le petit autre, qui n'est pas l'autre, le grand autre de Lacan, précisez-vous. Il y a longtemps en effet que cette non prise en compte par mes collègues psychanalystes, surtout psychanalystes d'adultes, de l'autre concret avec lequel vit l'enfant, les non prises en compte des comportements de ces autres et surtout de leurs désirs inconscients, au profit chez Freud de cette référence à la phylogénèse et chez Lacan au profit d'un grand autre qui ne serait que trésor des signifiants, tout cela me laissait perplexe et intellectuellement insatisfait. Et j'ai pu remarquer qu'essayer de rappeler devant un auditoire lacanien que ce grand autre et ce langage s'incarnaient, comme disait Lacan, dans des agents concrets, avec leurs désirs inconscients, ce n'était pas une sinécure. Historiole ou dangereuse pente vers l'imaginaire, objecte-t-on souvent. À vous lire et à vous entendre, je constate que, pour d'autres raisons sans doute, vos collègues ne sont pas tous enclins à accorder au petit autre l'importance que vous lui donnez. Et pourtant, cette importance accordée au petit autre résout bien des problèmes, en effet. Néanmoins, voici ma première question. L'usage du concept de grand autre n'aurait-il pas quelque intérêt, même dans le cadre de votre théorisation, dans la mesure où, si l'on utilise au sens de grand autre, si on utilise ce concept au sens de grand autre parental, il dit bien, ce concept,
qu'il peut s'agir tout autant du père que de la mère, du papa que de la maman, ou de tout autre adulte mis en position de parent dans notre culture, ou dans ces autres cultures auxquelles vous faites parfois allusion. Et vous avez encore fait allusion tout à l'heure. Par ailleurs, ce concept de grand autre dit bien la dissymétrie que vous soulignez entre l'adulte et l'enfant. C'est un peu dérangeant, je trouve, de dire que la mère est le petit autre de l'enfant. Ça oblitère un petit peu cette dissymétrie à laquelle vous tenez beaucoup, par ailleurs. Et enfin, le concept de grand autre peut aussi servir à désigner ces multiples grands autres qui bercent avec leur signifiant énigmatique les enfants d'hier, les enfants d'ailleurs et les enfants d'aujourd'hui chez nous. Je pense, par exemple, aux mythes et légendes qui bercent l'enfance des peuples dits primitifs, à tout ce qui peut se dire et se vivre au nom de la déesse mère chez les Mosso de Chine, peuple sans père ni mari, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, et enfin, et peut-être, à la télévision chez nous, grand autre parmi d'autres, avec tout ce qu'elle comporte comme signifiant, image, message conscient et inconscient de tous ces fabricants de programmes et réalisateurs de films pour enfants et pour adultes, qui introduisent ces enfants de plus en plus jeunes à l'univers du désir et de la sexualité. J'y pensais hier en voyant mon petit-fils de 3 ans et demi, fasciné depuis belle lurette par ces images et ces messages télévisuels qui viennent au moins compléter et complexifier les messages énigmatiques de ses parents. Ma première question est donc pourquoi le fait d'accorder cette importance au désir inconscient des petits autres implique pour vous le rejet d'un recours à l'usage du concept de grand autre. Ma seconde question sera plus brève. Vous dites que la séduction fut refoulée jusqu'en 1964-1967. En ce qui me concerne, pour sortir lacaniennement des embarras dans lesquels me laissait l'abandon de la théorie de la séduction, j'avais eu recours au concept lacanien de désir de la mère signifié au sujet. Désir de la mère signifié au sujet, ainsi qu'à cette définition répétée du désir du sujet comme désir de l'autre. Vous le savez mieux que moi, on retrouve ce concept de désir de la mère dans le texte sur la métaphore paternelle. Quant à la définition du désir de l'autre, on la trouve très ambiguë, il est vrai, dans le stade du miroir, mais tout à fait claire dans son graphe du désir, où il parle tout à fait explicitement de la rencontre énigmatique du désir de l'autre. Que me veut-il, dites-vous, vous-même, hein? Et dans ce même texte, il affirme aussi que c'est en tant qu'autre que le sujet désire. Peut-on donc dire que ce désir, en tout cas celui de la mère, fut refoulé chez Lacan? Certes, le désir du père, il n'en est pas question, que je sache. Par contre, je serais d'accord avec vous pour dire qu'à partir des années 60, l'importance des petits autres et de leur désir a fortement diminué dans les textes de Lacan et surtout dans ceux des lacaniens. Donc je ne souhaite pas me faire défenseur de ces textes lacaniens, mais je voudrais essayer de comprendre pourquoi vous affirmez que cette dimension du désir de la mère et de l'autre a été refoulée jusqu'en 64, et donc quel sens vous donnez, vous, à ces concepts, pourquoi vous préférez les abandonner. À propos du mythe d'Oedipe que vous avez évoqué tout à l'heure, je ne suis pas sûr que l'Oedipe soit dépassé. L'Oedipe au sens ce qu'a lu Freud dans le texte. Ben, si on prend le texte dans sa complétude, le mythe dit bien que les choses commencent avec l'acte pédophilique du père et avec le désir meurtrier du père, avec la complicité de la mère éventuellement, qui expose l'enfant dans la montagne. Et lorsqu'on lit le texte de plus près encore, lorsqu'ils se rencontrent sur le chemin, c'est le père qui commence à la bastonnade, qui se termine par sa mort.
Et puis, dans certains textes, il semble bien que Jocaste n'était pas sans savoir que s'il était possible que ce soit son fils. Donc, il me semble que le mythe lui-même parle de cette séduction généralisée. Voilà, j'en reste là et je suis tout oui. Bon, je vais essayer de vous répondre clairement et brièvement. D'abord, je n'ai jamais parlé de petit autre. J'ai jamais dit la mère et le petit autre de l'enfant, à plus forte raison. J'ai parlé de l'autre adulte, qui est une notion chez Freud, der andere, qu'il met en relation avec das andere, c'est-à-dire l'autre chose en moi, c'est-à-dire l'inconscient. Mais ma référence à l'autre n'est absolument pas lacanienne. Donc je n'ai pas choisi le petit contre le grand, j'ai choisi ni l'un ni l'autre. Parce que le petit autre, chez Lacan, d'abord, il y a l'objet petit a, il y a tous ces trucs que j'ai un peu oubliés depuis le temps, mais qui sont en rapport essentiellement narcissique avec le sujet. Le petit a chez Lacan a une connotation essentiellement narcissique. Or, c'est le contraire de ce que je peux bien dire, puisque je dis que l'autre adulte, pourquoi dire le grand autre pour autant? Je ne vois pas pourquoi. Que l'autre adulte, Arthur Dupont, Arthur Dupont est-il un petit A ou un grand A? Non, c'est quelqu'un qui soigne l'enfant. Bon. Ou Léocadie Dupont, si vous voulez. N'étant jamais entré dans l'opposition petit a grand A, je ne vois même pas où je pourrais m'y situer, parce que c'est un univers qui pour moi est d'abord faussé du côté au moins du grand A par l'aspect théologique de cette fameuse majuscule. Bon, moi j'ai entendu des lacaniens qui me disaient comment peut-on, d'un air de dire comment pouvez-vous vous passer du grand A, comment pouvez-vous vous passer de Dieu? C'est à peu près ça, hein. Bon, c'est pas très loin, hein. Bon. Je dis pas que je me passe de Dieu, mais si je dois me passer de Dieu ou ne pas me passer de Dieu, c'est pas à cause du grand A de Lacan. Bon. Alors, moi, je vois pas. D'abord, je ne mets pas l'accent. Je mets l'accent sur. Je l'ai dit. Je ne mets pas l'accent sur la mère, dans la mesure où, comme Freud, je pense que la mère est le cas privilégié le plus fréquent, à 99,9%, de la Pflegeperson, c'est-à-dire la personne qui donne des soins. Et si vous regardez dans les 3 essais de 1905, vous verrez la Pflegeperson, en l'occurrence, c'est à peu près dit comme ça, la Pflegeperson, la personne qui donne des soins, en l'occurrence la mère. Bon, vous voyez à quel point la mère est relativisée par rapport à l'idée de la personne qui donne des soins, c'est-à-dire que la perspective ferencienne de l'adulte par rapport à l'enfant revient, hein, et elle est choquante pour Freud, bien sûr, hein. On comprend que Freud ait été choqué que l'article de Ferenczi ne s'appelle pas confusion des langues entre les parents et l'enfant. Ça l'aurait bien arrangé, Freud, mais il n'a pas dit entre les parents et l'enfant, il a dit entre l'adulte et l'enfant. Alors, je ne vois pas grand-chose d'autre à vous dire. Je suis incapable de disserter sur le petit a et le grand a lacanien. Pour moi, je n'ai pas du tout de... Ne me rangeant pas dans le petit a, je ne vois pas. Pourquoi ça serait le petit? Pourquoi faudrait-il choisir entre le grand et le petit? Pourquoi ça serait le petit? Parce que c'est pas le grand.
Simplement, vous l'écrivez avec minuscule dans vos textes, quoi. C'est pas le petit, c'est pas le petit A. C'est pas le petit A. Hein. Je dis l'autre adulte. Voilà. Je dis l'autre adulte sexuel. Enfin, je ne veux pas. Je dis presque quand je développe. Oui, oui. Je développe toujours l'autre adulte sexuel. Oui, oui. C'est tout à fait autre chose qu'un petit A. Vous avouerez. Hein. C'est pour ça que je dirais le grand A. C'est- Bon, soit. Bon, Je ne alors, vais bon. pas faire une polémique. Alors, le désir de l'autre. Il y a deux choses. Bon, d'une part, il faut quand même se rendre compte que Lacan ignorait beaucoup Freud. Oui. Lacan ignorait beaucoup Freud. Il dit par exemple qu'il n'y a jamais le mot d'instinct chez Freud, ça veut dire qu'il n'a pas lu Freud, de bout en bout, et vraiment, ou de très près, parce que le mot d'instinct est très fréquemment chez Freud. Instinct, le mot instinct en allemand, qui n'est pas Trieb. Hein. Bon. Donc je pense que Lacan avait une connaissance très morceau choisi par lui, bien sûr, de Freud, mais que Lacan connaissait très mal Freud. En particulier, Lacan ignorait des idées comme celle d'étayage, il ignorait l'idée de séduction. On ne trouve jamais l'idée de... Enfin, peut-être qu'on le trouverait avec un index, une machine à scanner les textes de Lacan, on trouverait peut-être une folle mot de séduction, mais enfin qu'il n'y ait aucune référence à la théorie de la séduction freudienne, chez Lacan, c'est quand même pas rien. Alors, le désir de l'autre. Moi, j'ai regardé un peu les textes sur le désir de l'autre. Lacan a deux interprétations du désir de l'autre complètement différentes. Parce que le 2, dans un cas, est un cas objectif, c'est-à-dire le désir de l'autre. Je désire l'autre, je désire du café, hein, c'est de l'eau, mais ça fait rien. Je désire du café, c'est mon désir, le désir de l'autre. Et également le désir de l'autre du côté subjectif. Et Lacan dit explicitement dans un texte qu'il faut le prendre du côté objectif. C'est-à-dire le désir du sujet, c'est le désir de l'autre, c'est-à-dire c'est le désir objectif. Il faut prendre le terme. Alors, à d'autres moments, je crois qu'il joue beaucoup là-dessus, en fait, parce que le 2 en français permet tous les jeux, mais à mon avis, c'est pas très clair, le désir de l'autre. C'est parce que si vous allez... C'est une idée hegelienne qui est certainement plus claire chez Hegel que chez Lacan, parce qu'elle vient de Hegel, le désir de l'autre. Le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre, n'est-ce pas? Bon. Enfin, il faudra aller voir Hegel. À mon avis, ça ne m'éclaire pas beaucoup. Désir signifié au sujet, je suis relativement d'accord avec cette formulation, encore que je pense que si le désir sexuel de la mère est signifié à l'enfant, on fait un psychotique. S'il est signifié tel que. Hein? Je veux dire que s'il est signifié, bon, pédophiliquement, tout bêtement, hein, je le dirais, on fait un psychotique. C'est donc pas le désir signifié au sujet, c'est le désir, ou c'est l'inconscient, infiltrant des messages qui eux-mêmes ne sont pas de l'ordre du sexuel. Quand je change les langes du bébé, je suis allé acheter des langes au supermarché, qui a tout un aspect autoconservation qui est indéniable. Bon, donc le fait qu'il y ait, que s'infiltre là-dedans, que s'immisce, que se compromette du sexuel là-dedans, c'est tout à fait d'autre chose que l'idée du désir de la mère signifié au sujet. Donc, et je pense que ça va beaucoup plus loin et ça permet quand même d'essayer un petit peu d'y voir clair entre la séduction et la pédophilie.
parce que c'est quand même un problème qui se pose pour nous. Hein. Alors, le mythe d'Édipe. Il y a le mythe, je suis tout à fait d'accord avec vous pour ce qui est du mythe d'Édipe, tel qu'on le retrouve dans les textes, dans les dictionnaires de mythologie, l'attentat pédophile contre Chrysippe, etc., la rivalité même entre Laios et son fils pour l'amour d'un garçon. Enfin, il y a toute une série de choses qui ont disparu complètement du complexe d'Édipe de Freud. Mais enfin, quand on parle du complexe d'Édipe, on est forcé de parler du complexe d'Édipe tel qu'il est chez Freud. Or, le complexe d'Édipe tel qu'il est chez Freud n'est pas du tout l'initiative ni de Laios ni de Jocaste, il est l'initiative d'Édipe, initiative du désir d'Édipe, donc il est ce que j'appelle ipsocentrique ou ptoléméique, c'est-à-dire qu'il ne rend pas compte du fait que le désir, si on veut, ou l'inconscient, provient de l'autre avant de venir de l'intérieur du sujet. Alors, qu'on retrouve, je suis tout à fait d'accord, moi j'en ai d'ailleurs un peu parlé, pas beaucoup parce que je ne suis pas un spécialiste de mythologie, qu'on retrouve dans le mythe beaucoup plus de choses riches qu'il n'y a pas chez Freud, mais ces choses ne sont ni chez Freud, ni chez Lacan. Parce que Lacan, d'ailleurs, l'Édipe, il a commencé un peu à le répudier à certains moments. Hein. Voilà ce que j'aurais à vous dire. Non, je comprends mieux votre méfiance pour le grand autre. Si il y a la pente religieuse qui s'annonce, évidemment, je comprends votre réticence. Ok. Carléo Chéry. Je vais vous épargner les introductions oratoires. Je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. J'aurais bien voulu, si c'était possible, vous poser deux questions, mais je pense que la première sera déjà suffisamment vaste. Deux questions autour de deux concepts, et encore, de notions plutôt. La première notion, c'est l'affect, et la deuxième, qui est, je dirais, plus problématique encore, c'est la notion du caractère. Hein. En fait, puisqu'on parle de la constitution de l'inconscient chez l'enfant, je retrouvais intéressant qu'on puisse dire aussi deux mots de cette nébuleuse autour du caractère. Mais je viens à ce qui est pour moi plus important, c'est la question de l'affect. Et en fait, ça c'est évidemment le fruit des lectures que j'ai faites. Il m'a semblé repérer une absence relative de l'affect dans la théorie générale de la séduction. Et j'aurais vraiment trouvé très intéressant de vous entendre à ce propos, et sur un mode bien précis, qui est de vous demander au fond, est-ce qu'il serait possible d'expliciter ces signifiants énigmatiques? Au fond, de quelle nature sont-ils, en quelque sorte? Alors, vous donnez un début, plus que ça, vous donnez des réponses, bien sûr. Ces signifiants énigmatiques, il y a toute une série de notions que vous employez. Hein. Tout à l'heure, la question du reste, hein, ce qui n'a pas été traduit, reste de la traduction. Hein. Il y a aussi tout un débat autour de la trace. Et puis, il y a précisément la référence faite aux objets sources. Hein. Les signifiants énigmatiques seraient des objets sources. Donc vous dites que Freud s'en est approché en commençant à parler des représentations de choses. Hein, et que donc là, il y aurait un axe freudien qui permettrait déjà de circonscrire la question. Et c'est précisément là que j'aimerais pointer la question de l'affect, parce que j'ai l'impression en vous lisant, y compris via, au fond, le nom de baptême que tout le monde retient, à savoir signifiant énigmatique, qu'il y a quand même une sorte de priorité ou de privilège donné à la représentation. Et j'aurais trouvé, au fond, important, tant sur le plan métapsychologique, simplement, de se demander, mais au fond, où est l'affect dans cette affaire, puisque, malgré tout, quitte à en douter, mais malgré tout, c'est un des deux représentants pulsionnels pour Freud. Et sur le plan clinique aussi, puisqu'on parle tout de même de cette relation enfant-adulte, par exemple la mère, vous avez tout à l'heure, je dirais presque
je dirais de façon allusive, évoquer la question du sentiment. Hein. J'avais l'impression que là, pointer la question de l'affect, mais plus comme une sorte d'accessoire. Hein. Alors, si j'en parle, c'est parce que tout à l'heure, vous disiez, le sexuel qui est communiqué par l'adulte à l'enfant, c'est un sexuel refoulé. Hein. Et justement, ça c'est le problème de l'affect. Rien que là-dessus, ça m'intéresserait de vous entendre. C'est-à-dire, le statut de l'affect chez Freud est un statut métapsychologique problématique jusqu'à la fin, hein, puisqu'en principe, ce qu'il caractérise, c'est de ne pas être inconscient, justement. Hein. Encore qu'il y a tout le débat autour du sentiment de culpabilité inconscient, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est est-ce qu'on pourrait dire que le sexuel qui passe est un sexuel refoulé, sûrement s'il est question de la représentation. Mais alors, qu'en est-il du sexuel qui passe du côté de l'affect? Et ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça réouvre une autre question encore, qui est la problématique même de la séduction. C'est-à-dire, au fond, la question, c'est qu'est-ce qui séduit? Et vous dites, au fond, l'ombilique de la séduction, en quelque sorte, c'est un terme à moi, mais enfin, ce serait, enfin, la raison dernière, ce serait l'énigme. Que ce qui est séducteur, c'est l'énigme en elle-même. Hein. Et je me demandais, mais au fond, n'y a-t-il pas aussi dans la séduction quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'énigme, mais qui est de l'ordre de la décharge, tout simplement, qui est de l'ordre de l'acte, hein, puisque ce qui caractérise métapsychologiquement l'affect, c'est au fond d'être, eh bien, un moment de la pulsion où ça se décharge, là où la représentation, typiquement, est dans l'investissement, hein, la Besetzung, en quelque sorte. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y a quand même quelque chose qui est communiqué à l'enfant de l'ordre d'une décharge pulsionnelle, donc d'un plaisir pris effectivement, hein, mais qui ne serait pas de l'ordre de l'énigme, qui serait plutôt, au fond, ce moment de passivation de l'enfant essentiel. Je dirais bien plus que la passivation via l'énigme de la représentation énigmatique ou de signifiant énigmatique. Je m'excuse de devenir un peu complexe, j'espère que M. Laplanche me suit, ou plutôt comprend. N'introduisez pas le caractère parce que là je serais perdu. Non, on laisse le caractère pour tout à l'heure. Encore que la question du caractère est passionnante parce que ça relance la question de l'affect justement. Si vous me permettez, juste un tout petit mot. Dans les 3 essais, Freud utilise quelque chose qu'il ne réutilise plus après ou très peu, c'est les fameuses digues psychiques. Hein. Il parle des digues psychiques, hein, que l'adulte met à l'enfant et dont on voit qu'elles donnent des formations réactionnelles. Les formations réactionnelles sont typiquement du côté de l'affect, hein, la question de la pudeur, du dégoût, hein, ces moments où l'enfant dit bec, par exemple, enfin, etc. Donc, mais laissons le caractère, d'accord, on n'aura pas le temps, c'est pas grave. Je trouve plus important d'en venir vraiment à cette question de l'affect, hein, et de vous demander, au fond, qu'est-ce qui fait qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de méfiance de l'affect chez vous, une sorte, comme si vous ne savez pas trop ce qu'il fallait en faire. Et d'ailleurs, vous le dites explicitement, hein, au fond, comme si le facteur, l'axe économique freudien, vous êtes comme si, der ist Ihnen nicht ganz geheuer, on dit en allemand, ça ne vous est pas trop, voilà. Et vous le dites explicitement. Non, à propos de la poussée, hein, les 4 déterminants de la pulsion, vous dites bien, mais au fond, la poussée, est-ce qu'on en a vraiment besoin, hein? C'est-à-dire justement ce caractère quantitatif qui est typique de l'affect aussi, hein? C'est-à-dire au fond d'une poussée qui se décharge, qui ne veut que ça d'ailleurs. Enfin, je vais m'arrêter parce que... Oui, il y a tellement de choses dans ce que vous dites que je vais avoir du mal à y naviguer, sinon un peu comme ça à la godille. D'une façon générale, je suis assez... en première analyse, assez adepte de la théorie freudienne de l'affect. Hein. Je ne pense pas du tout que Freud ait négligé l'affect, il en a parlé, mais il n'en a pas parlé comme inconscient. Hein. Et à mon avis, il n'a peut-être pas eu tort. Hein. Je pense d'autre part que l'affect, après tout, se trouve aussi bien, je dirais même davantage, dans la relation d'attachement et de tendresse que dans le sexuel, peut-être même bien plus. Et que là, c'est aux spécialistes de l'attachement à nous en parler, après tout. C'est leur rôle, ils observent l'enfant,
moi, je n'ai rien à redire, au contraire, je bois leurs paroles et tout ce qu'ils peuvent nous dire de l'affect, mais souvent, vous savez, ce qu'on essaye de dire de l'affect, on a beaucoup de mal, parce qu'on le dit avec des mots, avec de l'intellectuel. Donc, ce qu'on dit de l'affect, on le dit pas affectivement. Ou alors, il faudrait parler de l'affect avec affect. Alors, privilège de la représentation, certainement pas. C'est là que, bon, il se trouve que, comme beaucoup de personnes en ont le droit, j'ai quand même évolué, n'est-ce pas? Et bon, heureusement, je ne parle plus de signifiants énigmatiques, je parle de messages énigmatiques. Pourquoi? Je l'ai expliqué clairement, parce que tout signifiant est énigmatique en soi. Si vous prenez un signifiant stylo, si séparé de son contexte, c'est parfaitement énigmatique, ça veut dire tout ce qu'on veut. Hein. Bon, donc, que le signifiant énigmatique, c'est une tautologie. Par contre, qu'un message soit énigmatique, ça veut dire que il a plusieurs contextes possibles, mais on en a choisi un. Hein. C'est tout à fait différent. Hein. Rendre un message énigmatique, c'est beaucoup plus difficile que de rendre un signifiant énigmatique. Fermer la porte, qui est un message, c'est beaucoup plus difficile de le rendre énigmatique que de dire, encore une fois, crée. Bon. Donc, j'ai utilisé message parce que ça me paraissait plus exact. Bon, il se trouve que signifiant énigmatique a fait un peu succès. Bon, je ne le renie pas, mais c'était une approximation que je n'utilise plus maintenant. Par contre, j'ai parlé de signifiants désignifiés, c'est-à-dire des signifiants refoulés. C'est tout à fait autre chose. Les signifiants énigmatiques se situaient au niveau du message de l'adulte à l'enfant, tandis que ce que j'appelais signifiants refoulés ou signifiants désignifiés, c'est-à-dire qui ont perdu une partie de leur contexte et par là même sont redevenus énigmatiques, hein, c'est ce qui devient inconscient. Donc de ce point de vue-là, alors que je fais plutôt une mise au point qu'une réponse pour l'instant. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises de décharge. Je pense que le propre de la sexualité infantile, économiquement parlant, c'est que loin d'être de l'ordre de la décharge, c'est-à-dire, disons finalement aboutissant à l'orgasme, est au contraire de l'ordre de l'excitation. C'est l'excitation qui recherche l'excitation. Donc je pense qu'il y a une différence économique considérable entre la sexualité adulte, domestiquée, qui est la nôtre, qui aboutit à l'orgasme, qui aboutit à la décharge et à la détente, et la sexualité infantile, dont un des caractères est justement de rechercher la charge, rechercher l'excitation, pour l'excitation. Et ça, on le voit bien chez beaucoup d'enfants. Alors, représentation de choses. Oh, c'est un peu technique, je ne vais peut-être pas entrer là-dedans. Hein. Mais j'en profite, puisque vous parlez d'excitation. Oui. Parce que, justement, est-ce qu'on pourrait dire que l'enfant est en quelque sorte excité par ce contact, et il n'a pas cette capacité de l'adulte de la décharge. Et que là, il y a effectivement cette dissymétrie. Mais il y a bien une excitation qui se fait du fait de la décharge chez l'adulte. C'est ça qui me paraît important. C'est-à-dire d'un moment très actuel. Est-ce qu'il y a une décharge chez l'adulte quand il soigne l'enfant? C'est pas sûr. Ah, je pense que la question de l'affect contient la question de la décharge, par définition. Oui, enfin... Et je voudrais... je trouve, j'ai l'impression que c'est impossible de parler du sexuel sans parler de la décharge, en quelque sorte. Hein.
c'est-à-dire au fond de l'acte, de l'effectuation, hein, Oui. et non pas de la suspension. Hein. Sinon, vous revenez en arrière par rapport à ce qu'il y a de scandaleux dans votre propos. Enfin, il me semble. Non, pas du tout. Mais je pense pas. De du tout salutairement. je pense pas du tout Scandaleux. qu'on puisse mettre dans un même sac la question de la décharge, voire de l'orgasme d'une part, pour dire les choses crûment, et celle de la décharge d'autre part. Hein. Je pense pas que ce soit des deux questions semblables. Et il faut pas oublier. Il faut pas oublier. Et c'est là que je rends hommage, ce qu'on ne veut pas comprendre, mais que je rends hommage sans cesse aux éthologistes de l'attachement, auxquels je fais un gros reproche en même temps, mais je leur rends hommage parce qu'ils explorent cette communication. Prenez quelqu'un comme Dornès, dont j'ai publié récemment le livre traduit de l'allemand. Bon, eh bien, il donne une place fondamentale à la communication adulte-enfant. Hein. Communication en grande partie innée. Donc, que les affects, ou que ce soit des signes d'affect ou des mimiques, il est certain qu'il y a une communication adulte-enfant innée. Mais c'est sur cette communication innée que vient parasiter, pourrait-on dire, l'inconscient sexuel de l'adulte, et ça, il n'y peut rien. Vous trouvez chez Freud un texte dans la discussion de la Société de Vienne, où Freud dit: la preuve que la sexualité infantile revient chez l'adulte en présence de l'enfant